Vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez que je ne vais pas vous parler du gouvernement. D'ailleurs, je n'en parlerai qu'une fois que ça sera fixé, je vais pas faire des semaines et des semaines en boucle sur ce sujet-là, sauf s'il y a un sujet particulièrement croustillant, comme cet extrait de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées de France, Charlotte Parmentier-Lecocq, qui est passée sur BFM avec une intervention de très très haut niveau. Je vais vous passer l'extrait en entier sans interruption. Accrochez-vous, ça décoiffe. J'ai répondu à la proposition du Premier ministre, finalement, de rester au poste que j'occupe maintenant depuis 1 an, ministre en charge de l'autonomie et du handicap, pour participer à la mission que se fixe le Premier ministre, qui est de faire adopter un budget à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ça que je suis venue apporter. Et vous avez conscience d'être dans un gouvernement très en danger ce soir ? Bien évidemment, j'ai fait partie d'un gouvernement qui a été censuré, d'un gouvernement qui n'a pas eu ensuite la confiance. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a un Parlement qui est vraiment très morcelé, avec des bords politiques qui peuvent avoir des positions extrêmement contradictoires. Et donc, aucun gouvernement ne peut se prévaloir, comme ça se fait habituellement, d'avoir la majorité de l'Assemblée nationale, ne peut le faire. Donc, n'importe quel gouvernement peut être censuré par l'ensemble des blocs auxquels il n'appartient pas. On a perdu François, mais on a gardé Charlotte, la digne héritière des discours ou interventions somnifères. Mais sur le fond, c'est vide. Je vous le repasse pas parce que c'est chiant, mais là, en 1 minute 10, elle n'a rien dit. Rien du tout. C'est vraiment de la copie carbone de ce sketch de Jean Amadou qui date pas d'hier, 77 je crois. Comment réussir son débat politique, où en gros il montre comment parler sans ne rien dire. Mais si c'est une quelconque indication de la qualité de notre gouvernement, pas de chance. Mais bref, pour le vrai sujet d'aujourd'hui, nous avons eu cette année un prix Nobel d'économie français, qui est donc Philippe Aghion, mal dessiné au milieu. Désolé pour l'artiste, c'est pas très ressemblant. Prix Nobel partagé avec Joël Mokyr et Peter Howitt pour avoir expliqué la croissance économique avec comme moteur l'innovation, le travail de Mokyr concernant particulièrement les prérequis pour une croissance soutenue à travers le progrès technologique, et le travail partagé de Howitt et Aghion, qui concerne la croissance soutenue à travers la destruction créative. On va s'intéresser donc à cette partie-là. Cocorico, c'est la partie sur laquelle a travaillé Monsieur Aghion, notre français. Avant ça, honnêtement, je ne connaissais pas Philippe Aghion, j'ai lu aucun de ses travaux, donc je vous propose de regarder quelques citations, quelques interventions à la télé qu'il a pu faire avant de s'intéresser au gros du sujet. Il aurait déclaré en 2020 « Notre croissance potentielle est insuffisante parce que notre système d'innovation est faible. Ça commence très bien. L'innovation est un des, si ce n'est le plus gros moteur de la croissance, et c'est pas moi qui le dis, c'est un prix Nobel pour faire un petit argument d'autorité. Mais pour ne pas faire d'argument d'autorité, l'innovation technologique en tout cas implique une augmentation de la productivité, plus de produits égale croissance. Pour vous la faire très très courte. Ensuite, il y a un court extrait de Monsieur Aghion sur France Info, qui date du 12 septembre, en plein débat Taxe-Zuckman. Le problème de Gabriel Zuckman, j'adore Gabriel. Bon. Aïe aïe aïe. Pardon, c'est trop facile. Mais le problème, c'est que dans son monde, il n'y a pas l'innovation. Dans son monde, toute rente se vaut. Une rente de situation vaut une rente d'innovation. Et c'est important qu'il inclue, il dit, ça fait 20 ans que je travaille, et il a fait des travaux formidables. Mais il n'y a pas un seul de ces travaux où tu as de l'innovation dedans. C'est très clair. Voilà. Le problème... Je le soupçonne d'être très diplomate. Parce que les travaux de Zuckman sur la répartition de l'imposition sur sa taxe sont quand même pas d'une grande qualité. Il a essayé de tricher en bidouillant ses chiffres pour rentrer à Harvard. Il a quand même pas un palmarès de fou furieux, Gabriel. Hein. Et pour la critique de fond, sur l'aspect Zuckman n'inclut pas l'innovation dans ses travaux, je crois que son idéologie l'en interdit. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Parce que parler de rente d'innovation comme Aghion le fait, ça veut dire qu'il y a des riches qui méritent d'être riches. Et ça, c'est quand même pas très vendeur pour la taxe Zuckman. Ensuite, pour le parcours, doctorat à Harvard, professeur assistant au MIT, chargé de recherche au CNRS, économiste pour la BERD, il reçoit un titre honorifique de la part d'Oxford, professeur d'économie à l'UCL, ensuite il a enseigné à Harvard, il a travaillé au Collège de France, puis à la London School of Economics. En termes de parcours enseignant-recherche, c'est pas facile de faire mieux. Par contre, en termes de parcours soutien politique, disons, c'est très facile de faire mieux, puisqu'en 2012, il soutient Hollande, et en 2017, il soutient Macron. Bon, ça refroidit un peu.
Mais assez parlé de l'homme, parlons de son travail. Je vous ai dit qu'il avait donc travaillé sur la destruction créative, mais déjà, qu'est-ce que c'est ? Magnifique, il y a même des beaux graphiques pour illustrer. La destruction créative, c'est la conséquence directe de l'innovation, au moins technique. Ce sont les nouvelles innovations qui remplacent les anciennes technologies ou produits. L'exemple évident, c'est remplacer une faux par une moissonneuse-batteuse, remplacer des chevaux et une carriole par une voiture. On détruit, entre guillemets, l'ancienne technologie, on la met de côté, on ne l'utilise plus, parce que quelque chose a été créé, la nouvelle technologie. Et comme l'illustre dans le graphique, dans certains cas, certaines innovations ont des impacts énormes. Une nouvelle technologie qui engendre de nouvelles innovations dans plusieurs secteurs, en adaptant la nouvelle technologie. Typiquement la machine à vapeur, pour les usines, pour les bateaux à vapeur, pour les trains. Le générateur triphasé, moteur électrique, aussi les usines, l'électroménager et aussi la distribution. Et pour l'IA, la médecine, les robots, la recherche et les systèmes autonomes. Une innovation qui en elle-même crée de la croissance, et son existence même par la compréhension de comment ça marche, trouve de nouvelles applications qui, elles aussi, créent de la croissance. Qui, elles-mêmes, par leur existence, créent des conditions suffisamment bonnes pour avoir encore plus d'innovation, etc., etc. C'est pour ça que la croissance, normalement, c'est exponentiel. On est sur un graphique qui représente les 200 dernières années, en comparaison sur 400 ans de 1300 à 1700, beaucoup moins d'innovations productives, même s'il y a une légère tendance haussière, ça stagne quand même pas mal. L'idée proposée, c'est que la connaissance technique et l'application de cette connaissance technique créent inévitablement de la croissance. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Il faudrait que je me procure l'ouvrage dans lequel il détaille ça, et que j'arrive à trouver le temps de lire, parce que malheureusement, le prix à payer de créer du contenu, c'est que j'ai moins de temps pour le reste. Mais la prémisse, en tout cas, est plutôt très bonne, honnêtement. On peut être fier d'avoir un prix Nobel en économie, déjà, et en plus, ce qu'il a étudié, c'est pas une énième variation du socialisme ou du communisme, donc très bien. Bravo à Philippe, Joël et Peter. Maintenant, quelques réactions de deux habitués de la chaîne à ce stade. Monsieur Olivier Blanchard, qui dit donc, malgré toute mon admiration pour le travail de Philippe Aghion, une remarque. Une économie peut croître sans être à la frontière, comprendre être à la pointe de l'innovation. En effet, la plupart des économies du monde ne sont pas à la pointe, et la plupart ont vécu une grosse période de croissance. Plus important que d'être à la pointe, il faut être capable d'utiliser ces nouvelles technologies dans le reste de l'économie, ce qui permet de se concentrer sur d'autres aspects, l'organisation du marché du travail, les codes de la banqueroute, un nouveau type d'éducation, etc. Des projets moins excitants qu'un nouveau centre d'IA, mais probablement plus importants. Une analogie. Il est agréable d'être premier pendant une course de vélo, mais il est plus facile d'être juste derrière, protégé du vent par le coureur devant. Un termine second, mais avec un temps impressionnant. Si l'Europe peut être première, alors je nous en prie, essayons. Sinon, faisons en sorte de mener une course serrée. Petit problème avec cette analogie, monsieur Blanchard, pour filer la métaphore du cyclisme, le premier du peloton, s'il reste premier tout le temps et que derrière il n'y a que des gens pour profiter de son aspiration, le premier va en avoir marre. Si personne ne prend le relais, le premier va tout faire pour se détacher du peloton. L'Europe peut et devrait être au moins dans la course pour le podium. Ne serait-ce qu'en France, on a d'excellents ingénieurs, on a de très bons chercheurs, mais le problème c'est qu'ils partent tous aux États-Unis ou en Chine. Si vous regardez dans énormément d'entreprises, très peu de logiciels français, très peu de matériel français, on dépend complètement des États-Unis et de la Chine, majoritairement des États-Unis. C'est en effet plus facile d'être juste derrière, mais si le premier décide d'arrêter de te protéger du vent, tes chances pour choper le maillot jaune s'effondrent. Et une autre réaction d'un autre habitué du coup, Sylvain Catherine, j'espère que ce prix Nobel permettra de recentrer le débat sur l'innovation en Europe. Comme je viens de dire, c'est honteux la place qu'on laisse à l'innovation en Europe, surtout en France. Mais tant qu'on étouffera les entrepreneurs, les entreprises, les salariés, avec une montagne d'impôts, ça ne pourra pas changer. Parce que c'est bien mignon de financer de la recherche sociologique avec des fonds publics, mais c'est pas ça qui va aider à augmenter la productivité. Et pour finir, ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas fait un peu de lecture. Je vais donc vous lire un extrait de Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas de Bastia, qui parle de l'innovation, qui est donc le chapitre qui se nomme « Les machines », ou du moins je vais vous en lire une partie. C'est un penchant naturel aux hommes d'aller, s'ils n'en sont empêchés par la violence, vers le bon marché, c'est-à-dire vers ce qui, à satisfaction égale, leur épargne du travail. Que ce bon marché leur vienne d'un habile producteur étranger ou d'un habile producteur mécanique, l'objection théorique qu'on adresse à ce penchant est la même dans les deux cas. Dans l'un comme l'autre, on lui reproche le travail qu'en apparence il frappe d'inertie. Or, du travail rendu non inerte, mais disponible, c'est précisément ce qui le détermine.
Et c'est pourquoi on lui oppose aussi, dans les deux cas, le même obstacle pratique, la violence. Le législateur prohibe la concurrence étrangère et interdit la concurrence mécanique. Car quel autre moyen peut-il exister d'arrêter un penchant naturel à tous les hommes que de leur ôter la liberté? Dans beaucoup de pays, il est vrai, le législateur ne frappe qu'une des deux concurrences et se borne à gémir sur l'autre. Cela ne prouve qu'une chose, c'est que dans ce pays, le législateur est inconséquent. Cela ne doit pas nous surprendre. Dans une fausse voie, on est toujours inconséquent. Sans quoi, on tuerait l'humanité. Jamais on n'a vu ni on ne verra un principe faux poussé jusqu'au bout. Ça se voit qu'il est mort avant la popularisation du communisme. J'ai dit d'ailleurs, l'inconséquence est la limite de l'absurdité. J'aurais pu ajouter, elle en est en même temps la preuve. Venons à notre démonstration, elle ne sera pas longue. Jacques Bonhomme avait 2 francs qu'il faisait gagner à 2 ouvriers. Mais voici qu'il imagine un arrangement de cordes et de poids qui abrège le travail de moitié. Donc il obtient la même satisfaction, épargne un franc et congédie un ouvrier. Il congédie un ouvrier, c'est ce qu'on voit. Et en ne voyant que cela, on dit « Voilà comment la misère suit la civilisation, voilà comment la liberté est fatale à l'égalité. » L'esprit humain a fait une conquête, et aussitôt un ouvrier est à jamais tombé dans le gouffre du paupérisme. Il se peut cependant que Jacques Bonhomme continue à faire travailler les 2 ouvriers, mais il ne leur donnera plus que 10 sous à chacun, car ils se feront concurrence entre eux et s'offriront au rabais. C'est ainsi que les riches deviennent toujours plus riches, et les pauvres toujours plus pauvres. Il faut refaire la société. Belle conclusion, et digne de l'exorde. Heureusement, exorde et conclusion, tout cela est faux, parce que, derrière la moitié du phénomène qu'on voit, il y a l'autre moitié qu'on ne voit pas. On ne voit pas le franc épargné par Jacques Bonhomme et l'effet nécessaire de cette épargne, puisque par la suite de son invention, Jacques Bonhomme ne dépense plus qu'un franc en main-d'œuvre. À la poursuite d'une satisfaction déterminée, il lui reste un autre franc. Donc s'il y a dans le monde un ouvrier qui offre des bras inoccupés, il y a aussi dans le monde un capitaliste qui offre son franc inoccupé. Ces 2 éléments se rencontrent et se combinent. Et il est clair comme le jour qu'entre l'offre et la demande du travail, entre l'offre et la demande du salaire, le rapport n'est nullement changé. L'invention et un ouvrier, payé avec le premier franc, font maintenant l'œuvre qu'accomplissaient auparavant 2 ouvriers. Le second ouvrier, payé avec le second franc, réalise une œuvre nouvelle. Qu'y a-t-il donc de changé dans le monde? Il y a une satisfaction nationale de plus, en d'autres termes. L'invention est une conquête gratuite, un profit gratuit pour l'humanité. De la forme que j'ai donnée à ma démonstration, on pourra tirer cette conséquence. C'est le capitaliste qui recueille tous les fruits des machines. La classe salariée, si elle n'en souffre que momentanément, n'en profite jamais, puisque, d'après vous-même, elle déplace une portion du travail national sans le diminuer, il est vrai, mais aussi sans l'augmenter. Qui recueille cet excédent de satisfaction? Qui? C'est d'abord le capitaliste, l'inventeur, le premier qui se sert avec succès de la machine. Et c'est là la récompense de son génie et de son audace. Dans ce cas, ainsi que nous venons de le voir, il réalise sur les frais de production une économie, laquelle, de quelque manière qu'elle soit dépensée, et elle l'est toujours, occupe juste autant de bras que la machine en a fait renvoyer. Mais bientôt la concurrence le force à baisser son prix de vente dans la mesure de cette économie elle-même, et alors ce n'est plus l'inventeur qui recueille le bénéfice de l'invention, c'est l'acheteur du produit, le consommateur, le public, y compris les ouvriers. En un mot, c'est l'humanité. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que l'épargne, ainsi procurée à tous les consommateurs, forme un fonds où le salaire puise un aliment qui remplace celui que la machine a tari. Ainsi, en reprenant l'exemple ci-dessus, Jacques Bonhomme obtient un produit en dépensant 2 francs en salaire. Grâce à son invention, la main-d'œuvre ne lui coûte plus qu'un franc. Tant qu'il vend le produit au même prix, il y a un ouvrier de moins occupé à faire ce produit spécial. C'est ce qu'on voit. Mais il y a un ouvrier de plus occupé par le franc que Jacques Bonhomme a épargné, c'est ce qu'on ne voit pas. Lorsque par la marche naturelle des choses, Jacques Bonhomme est réduit à baisser d'1 franc le prix du produit, alors il ne réalise plus d'épargne, alors il ne dispose plus d'1 franc pour commander au travail national une production nouvelle, mais à cet égard, son acquéreur est mis à sa place. Et cet acquéreur, c'est l'humanité. Quiconque achète le produit le paye 1 franc de moins, épargne 1 franc, et tire nécessairement cette épargne au service du fonds des salaires. C'est encore ce qu'on ne voit pas. Et je vais m'arrêter ici. Je ne m'en lasserai jamais de le lire, ce brave monsieur. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-vous ce cadeau de lire ce chef-d'œuvre. C'est gratuit sur bastia.org. Il n'y a vraiment pas d'excuses. Mais sur ces belles paroles beaucoup plus éloquentes que ce que vous entendez en général sur cette chaîne, prenez bien soin de vous, et à la prochaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.